Alors, trois choses principalement au sujet de l'affaire Hervé Bobda. Premièrement, je vais vous parler des trois, n'est-ce pas, live Facebook qui ont le plus mobilisé la communauté camerounaise, n'est-ce pas? Et ça va être le premier sujet, mon premier thème que je vais parler sur l'affaire Bobda. Deuxièmement, je vais vous parler du rôle des influenceurs et des influenceuses dans cette affaire Hervé Bobda, selon les informations que j'ai. Et puis, troisièmement, je vais vous parler, je vais vous faire mon témoignage. Je vais vous faire un témoignage donc, sur cette affaire. Donc, ça fait dans les trois sujets. On va le faire rapidement, ok? On fait ça? On fait ça? Ok, merci. On fait ça. Alors, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Donc, comme j'ai dit, trois sujets donc. Premièrement, les lives qui ont plus couru depuis que Facebook existe au Cameroun. Deuxièmement, on parlera donc du rôle des influenceurs et influenceuses. Et puis, en troisième position, on parlera, je vous donnerai, n'est-ce pas, mon témoignage sur cette affaire. Alors, premièrement donc, l'affaire Bobda. Déjà, je vais tirer un coup de chapeau à Zumento, le compatriote Zumento, qui a mobilisé autant de personnes. Je vous rappelle que le live de Zumento a fait 4 heures, 30 minutes et 58 secondes. Alors, il a mobilisé plus de 50 000 personnes. Alors, c'est le troisième live depuis que Facebook existe au Cameroun. Si quelqu'un d'autre a une autre information, qui mette en commentaire pour nous dire non, il y a eu ça aussi avec les preuves, n'est-ce pas? Le premier live qui a mobilisé plus les Camerounais, c'était le live de Lady Ponce. Lady Ponce, après son affaire avec son mari, le dieu Cyclone, souvenez-vous. Voilà, une histoire de sang caleçon, une histoire bizarre comme ça. Ça, c'était le premier live qui a mobilisé plus de 50 000 personnes qui étaient en live, qui suivaient le live. Le live était depuis Yaoundé et elle avait sollicité les services d'un journaliste, Master Ivo, qui avait mené l'interview. Plus de 50 000 personnes étaient connectées. D'ailleurs, une petite anecdote pour vous montrer à quel point les gens peuvent être attirés par la distraction. Le même jour, à la même heure, se passait le live, parce que c'était en pleine période Covid, se passait le live du docteur Raoult. Docteur Raoult, le docteur français qui critiquait de manière acerbe le Covid, il dénonçait la France, il dénonçait les certificats, il expliquait comment ça est une affaire montée, fabriquée et tout et tout et tout. Le même jour, à la même heure, passait donc son live, docteur Raoult. Et comment il sait que Lady Ponce est en live? C'est que je suis dans le live du docteur Raoult. Sur son live, et puis, j'ai pas vu des une camerounaise, mais quelqu'un réussit l'espoir de venir mettre en commentaire Lady Ponce est en live. C'était un truc de malade. Alors qu'on a entendu parler de la science, on parle du Covid, des morts. C'était vraiment plein Covid. Hein. Quelqu'un réussit à mettre en commentaire le commentaire du docteur Raoul de son live. Lady Ponce est en live. C'était un truc de malade. Donc, après, dans ce live, j'ai essayé de regarder, puis j'ai vu le live de Lady Ponce, et puis voilà. Donc, plus de 50 000 personnes avaient regardé ce live. Le deuxième, c'est le premier live. Le deuxième live, bon, c'est pas en ordre, hein, je veux dire, voilà. Je cite là les lives qui ont plus couru au Cameroun, plus mobilisés. Le deuxième live était le live du journaliste J. Remingon. Ce live, souvenez-vous, au courant de la semaine, c'est live qui fait tous les samedis là, au courant de la semaine, la chaîne de télévision Vision 4 avait fait un grand reportage sur lui, montrant son village, ses chaussures, qu'il aurait laissé, la tombe de ses parents, la maison familiale, qui n'a pas... Vous vous souvenez naturellement, voilà. Donc, il y a donc eu ce reportage au courant de la semaine et bon,
il fallait dire tout le monde, non pas tout le monde. Et les gens attendaient dans sa riposte samedi. Le samedi là donc, il a fait plus de 50 000 personnes qui suivaient le live. Dans son, on va dire, droit de réponse, voilà. Donc ça c'était le deuxième live. Et donc, hier, c'était le troisième live de Zumento sur l'affaire Hervé Bobda. Bon, donc voilà donc les trois. Alors, ça nous permet de comprendre un peu le type de problème qui mobilise les Camerounais. OK? Le type de problème qui mobilise les Camerounais. On a une petite idée, quoi. On a une petite idée. Alors, donc quand j'ai fini de dire ça, je voulais quand même dire que le live de Zumento hier sur l'affaire Hervé Bobda est un live qui, comme je l'ai dit, a fait 4 heures, 30 minutes et 58 secondes. Après, quand il a fini son live, c'est-à-dire qu'en 10 heures de temps, y compris les 4 heures du live, son live a été regardé par plus d'1 million de personnes. C'est-à-dire qu'en termes de partage et tout, j'ai essayé de me balader, j'ai essayé de faire un peu, de prendre ces différentes personnes que j'ai pu, n'est-ce pas, regarder, ceux qui ont, voilà, donc plus d'1 million de personnes en 10 heures, donc en moins d'une demi-journée, une journée faisant 24 heures, en moins de 12 heures, il a pu, plus d'1 million de personnes regarder cela. C'est quand même extraordinaire, avec plus de 500 000 commentaires. Bon, il a fait fort, ça il faut le reconnaître. Il a vraiment frappé fort avec cette mobilisation. Donc, je voulais faire cette histoire. Vous savez, on est les journalistes, c'est important toujours, les historiens du présent, de remettre les choses dans les contextes et essayer de repréciser pour que des gens retiennent un peu. Voilà. Si quelqu'un a un autre live, n'est-ce pas, qui a fait plus de temps, il faut essayer de le mentionner pour que je update, n'est-ce pas, mes informations. Ça, c'était la première chose que je voulais expliquer. Alors, la deuxième chose, le deuxième angle que je prends dans cette affaire de Hervé Bobda, c'est que j'ai dit, je voudrais parler du rôle, n'est-ce pas, des influenceurs et des influenceuses. Alors, ce que je vais dire sur ce sujet, c'est que, vous savez, les gens, dans les multiples témoignages, parce que je rappelle quand même que j'ai suivi tout le live. Je parle de 4 h 30 minutes, 58 secondes. Ça veut dire que je l'ai suivi de bout en bout. Peut-être pas en live, parce que je n'étais pas en live, mais j'ai suivi, parce que j'ai eu la chance que je me déplaçais. Du coup, ça fait en sorte qu'en conduisant, vous savez, on peut adapter facilement. Et puis, je suivais sans voix, donc j'écoutais plutôt. Donc, j'ai suivi. Et puis, ça a fait, c'était un long voyage, aller-retour. Ça a permis donc d'écouter ça le lendemain, donc aujourd'hui. Je l'avais passé hier. Alors, le rôle des influenceurs. Je passe sur la base des témoignages. Parce que les influenceurs qui sont aujourd'hui cités sont cités sur la base des différents témoignages des uns et des autres. Alors, il y a plusieurs témoignages choquants, n'est-ce pas, qui ont été donnés. Je rappelle ici que je n'ai pas de position sur est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce que... C'est pas où je suis. On a la chance qu'il a déjà déposé une plainte, il a saisi le bureau du procureur. Le procureur est la personne indiquée pour ouvrir, n'est-ce pas, une instruction, une enquête, et puis il a les éléments, le procureur a les éléments que la loi lui donne, que l'État lui donne, que la nation lui donne, n'est-ce pas, pour faire une enquête et puis nous donner la vérité. Voilà, donc c'est pas mon rôle de dire est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est pas mon rôle, ok? Voilà, donc, sur la base des témoignages, il y a des témoignages vraiment violents. Je vais revenir donc pour ne pas être trop long, venir sur un seul témoignage. C'est cette fille qui a témoigné, celle qui a cité les influenceuses. Elle a cité principalement Nathalie Nkwa et Coco Emilia. En fait, dans l'ordre, elle a d'abord cité Coco Emilia et puis Nathalie Nkwa. Donc, je refais son témoignage et je vous donne maintenant le rôle des influenceuses et des influenceurs. Alors, elle a dit que, c'était à Douala, elle était devant Santa Lucia, qui est une boulangerie supermarché. Et puis, elle a été abordée par Xavier, parce qu'il y a
il y a Hervé Bobda et il y a son compagnon Xavier Ateba, quelque chose comme ça. Voilà. Elle dit qu'elle a été abordée par Xavier en route devant Santa Lucia. Et il lui a dit, tu as un beau corps, ce corps peut te donner de l'argent. Bon, j'essaie de... Voilà, ce corps peut te donner, peut te faire gagner de l'argent et tout. Voilà, est-ce que ça te dirait? Moi, j'ai fait dans l'événementiel, je fais dans les défilés, je peux te permettre de gagner de l'argent avec ton corps. Vraiment, tu as un corps très bien et tout. Elle était d'accord. Ils sont échangés de numéros. Le lendemain, il a appelé, il va aller rapidement. Et le lendemain, il a appelé. Et puis, ils ont discuté. Il était très gentil. Et il lui a dit, samedi, j'ai une de mes soirées. Ok? Ils sont retrouvés dans une boîte de nuit. Quand elle a dit le biblos, un truc comme ça, voilà. Elle s'est retrouvée. Elle dit qu'elle est arrivée à la boîte de nuit. Elle a trouvé Coco Emilia, qui était à la soirée là, à la table d'honneur. La soirée s'est très bien passée. Elle était très contente d'être avec de grandes personnes. Coco Emilia, elle était très bluffée. Elle a fait des photos. Elle était très contente. À la fin de la soirée, le lendemain, elle a continué à discuter avec le Xavier en question. Et puis, quelques jours après, le Xavier lui a dit, écoute, il y a une autre soirée, cette fois-là, à Boya. Ok? À Boya. Et elle s'est rendue à Boya. La fameuse soirée, le pick-up money. Pick-up money. Voilà les soirées de Boya. Où elle a dit dans cette soirée-là, et où elle a donné le deuxième nom de l'influenceuse, Nathalie Kwa. Elle a donc dit qu'à la soirée, d'abord les gars, ils obligent les filles à être en bikini. Le bikini doit être rouge. Lorsque les filles arrivent, on retient les cartes d'identité de tout le monde. On retient les téléphones portables. On vous les remet seulement après. Et vous défilez. Il y a donc les gens qui sont assis, qui vous voient marcher et on lance l'argent sur vous. Et lorsqu'on lance l'argent sur vous, après, parmi ces personnes qui sont assises, on peut maintenant, une personne peut dire, ah, je suis intéressé par tel, et puis vous allez passer la nuit ensemble. Elle dit donc que parmi le panel, elle a cité, je reprends son témoignage, hein, elle a cité donc Nathalie Kwa qui était là, elle a cité l'international camerounais Clinton J. Voilà. Et elle a dit qu'il y avait beaucoup d'autres personnalités. Bon. Elle a même dit que après, parmi donc quand les gens choisissaient, donc c'est elle donc qui a été choisie par Nathalie Kwa. Voilà. Je m'arrête là pour le tempo, son témoin. Après, elle a raconté des choses très compliquées. Bon. Je vous parle donc du rôle des influenceuses. Parce que c'est trop facile de jeter comme ça les influenceuses, les influenceurs à la verdict populaire. C'est trop facile ça. Parce que, vous savez, les Camerounais ont cette facilité d'écouter les choses avec tout le corps. C'est-à-dire que, bon, on dit souvent avec les organes, non, c'est tout le corps qui s'écoute, ils mettent l'émotion, ils mettent tout. Donc, j'ai dit bien que je ne suis pas en train de défendre Hervé Bobda. Non, je ne le défends pas. Je ne dis pas qu'il l'a fait, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait. Ok? Tout à l'heure, vous allez comprendre dans mon témoignage, qui sera juste après cette partie. Alors, c'est donc très facile de jeter les enfants des gens à la verdict populaire, les influenceurs, influenceuses. Ce métier d'influenceur, influenceuse, les Camerounais prennent ça comme si c'était quelque chose qui est né au Cameroun, qui est seulement au Cameroun, qui est seulement au Cameroun. Non, c'est un métier qui est mondialement connu aujourd'hui. Certaines personnes demandent qu'ils influencent qui? Ce n'est pas une question d'influencer quelqu'un. Soit vous cherchez à comprendre ce nouveau métier, soit vous restez tranquille. C'est comme aujourd'hui Internet qu'on utilise là, les réseaux sociaux, la technologie là. Quand Internet est sorti, avant, il y a cela quoi, 15 ans, 20 ans, on parlait des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication. Avec le temps,
C'est devenu vulgaire. On a enlevé le N. C'est devenu TIC, TIC. Technologie de l'information et de la communication, tout simplement. Parce que ça a évolué. C'est devenu vulgaire. Quand c'était nouveau, tout le monde était « Waouh, Internet, c'est quoi ?» Les gens expliquaient et tout et tout. C'est ça les influenceurs et influenceuses. C'est un nouveau métier. Ce qui n'est pas seulement assez régulé chez nous, ici au Cameroun. Il n'est pas seulement régulé, mais ailleurs, il est régulé. En France, on sait qu'il existe 130 influenceurs et influenceuses. C'est calibré. En France, les lois ont déjà régulé ce métier. En France, une influenceuse ou un influenceur, il est interdit de faire de mauvaises publicités. Parce qu'on sait que les influenceurs et influenceuses vivent principalement des placements de produits. Et la loi a été faite de telle manière qu'on leur a interdit de faire la mauvaise publicité. Il y a une des influenceuses d'ailleurs en France, ou c'est Anaïs, ou c'est, je ne sais pas comment elle l'appelle, vous pouvez regarder ça sur YouTube, qui a été condamnée par le tribunal à payer 50 000 € pour avoir fait une mauvaise publicité. Donc c'est régulé. Ce n'est pas un métier qui est nouveau. Il est peut-être nouveau pour vous, mais ne faites pas comme s'il ne doit pas exister. Vous influencez qui? Vous n'êtes pas les gens posent des questions bizarres. Soit vous vous adaptez, n'est-ce pas, au rythme, parce que tôt ou tard, vous allez vous adapter. C'est comme les TIC, comme j'ai dit, qui sont arrivés. Tout le monde était bluffé. C'est quoi Internet et tout et tout. Aujourd'hui, on fait avec. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous explique donc comment ça se passe pour que ces influenceurs se retrouvent dans de tels milieux. Parce que vous les accusez comme ça là. Je ne dis pas qu'elles n'ont rien fait ou bien qu'elles ont fait, hein, mais je vous explique le contexte. C'est le showbiz. Là, je vous parle du showbiz. Et les réalités du showbiz. Alors, ces influenceuses et influenceurs peuvent être accusés injustement. Parce que les gens ne comprennent pas le monde du showbiz. Ils les accusent de tout et de rien. Je vous donne un exemple. Pour le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, le témoignage de la fille. Alors, elle dit donc qu'elle est allée à la boîte de nuit à Douala et elle a trouvé Nathalie quoi assise. Et non, Coco Emilia assise. Les gens ont commencé à dire, oh vraiment, dans les commentaires directement là, ils ont commencé à écrire son nom. La taguer, dit que vraiment, ça veut dire qu'elle connaît quelque chose. Non, elle peut ne pas connaître, mais être là avec eux. Parce que comment ça se passe? Des gens, organisateurs d'événements, pensent leur événement. Des soirées, par exemple, dans des boîtes de nuit. La soirée peut être payante ou elle peut être gratuite. Et puis des gens, ils savent que bon, la soirée peut être gratuite et ils savent que bon, ils vont faire venir, ils vont utiliser des techniques pour faire venir beaucoup de personnes pour que les gens, pendant qu'ils sont là, ils dansent et tout, ils voient le défilé, les gens vont acheter à boire ou alors acheter à manger. Il y a des soirées où on fait des brochettes à 1000 francs. Les brochettes qu'on vend dehors à 100 francs là, on vend ça à 1000 francs là-bas. Les boissons qu'on vend à 1000 francs, on les vend à 2000. Sachant que le gars du snack, il va prendre ses 1000 francs et maintenant la cérémonie va prendre 1000 francs aussi. Les brochettes, on les vend à 1000 francs au lieu de 200. On sait que ça va être 200 pour la brochette et 800 pour celui qui a organisé l'événement. Maintenant, comment ils font donc pour que les gens viennent? C'est une stratégie commerciale du marketing. C'est une stratégie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent des influenceurs, n'est-ce pas? Pardon. Ils contactent des influenceurs à qui ils disent, bon, vous allez j'ai ma soirée, j'aimerais vous inviter à ma soirée qui aura lieu tel jour dans telle salle. Je veux que vous venez à ma soirée. Je vais vous annoncer dans les publicités de la soirée et tout. Vous allez être annoncé, vous allez être sur les flyers, sur les panneaux publicitaires qui annoncent la soirée. Et vous allez venir à la soirée. Parce que les gens vont entendre que vous serez là, que Coco Emilia sera là. Ils vont venir nombreux. Et ça va permettre à ce que nous, on vende. Et Coco Emilia, ce qui se passe, c'est qu'elle
elle donne son cachet. On lui dit, ok, on va te payer 1 million pour que tu viennes à la soirée. Et elle prend ces 1 million et elle vient à la soirée. L'objectif, c'est que on dit, bon, tu vas venir à la soirée, tu vas être assise à la table d'honneur, tu seras servi à manger, tu auras mangé et à boire. Pendant la soirée, tu vas prendre la parole et tu vas parler. Elle est invitée, tout comme dans la même soirée, vous avez le DJ, vous avez l'impresario, vous avez celui qui vend la boisson, celui qui vend la nourriture et tout ça. Pourquoi on n'accuse pas ces gens-là aussi qui vont se filmer avec les organisateurs? Pourquoi on ne les accuse pas? Pourquoi c'est seulement Coco Emilia que vous voyez? Pourquoi c'est seulement l'influenceur ou l'influenceuse que vous voyez? Vous accusez. Hein? Posez cette question. Elle n'est pas la seule qui est venue à la soirée. Et parfois, il dit même dans la majorité des cas, elle a été payée pour venir à cette soirée. Et elle ne connaît pas ce qui se passe. Si ces filles qui défilent après vont passer pour des histoires de proxénétisme et tout, elle n'est pas forcément au courant. Parce que quand elle demande c'est une soirée de quoi, quand on l'invite, on lui explique, on lui dit pas ça. On lui dit pas que c'est pour vendre les gens. On lui dit pas ça. On lui présente l'autre côté de la soirée et elle prend son cachet et elle vient parce qu'elle veut faire venir les gens pour que le promoteur gagne. Et c'est comme ça que ces influenceurs font pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures. Vraiment. Donc quand elle vient donc, elle assiste donc à la soirée et puis les gens gagnent donc. Et puis les gens vont donc filmer l'influenceuse qui était là avec le promoteur. Le promoteur qui après va se retrouver dans les salles draps, dans les salles dossiers, dans les salles des histoires bizarres. Et les gens qui ont eu un esprit faible vont tout de suite faire le lien. Non, Coco Emilia était assise là, elle était avec lui, ça veut dire qu'elle connaît quelque chose. Non, elle ne connaît pas forcément. Elle est venue la pointer. Pourquoi vous n'accusez pas aussi l'impresario qui était là toute la soirée? Parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il n'est pas influenceur. Et c'est l'influenceuse que vous allez... non. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Je n'ai pas dit qu'elle peut... J'ai dit, vous explique dans un cas général. C'est ce qui arrive. Nous avons présenté des événements. Moi, j'ai présenté des événements, des soirées de Miss Master dans des boîtes de nuit, dans des cafés. Où, en tant que journaliste, animateur radio, à Douala, les gars, les organisateurs me contactaient. Me disent, oui, est-ce que vous êtes disponible pour vous? On aimerait vous mettre dans un projet. Il s'agit de quoi? C'est une soirée comme ça, qui a lieu tous les samedis après-midi ou samedi en soirée. On aimerait que vous venez présenter la soirée, c'est Miss Master et tout. Et je viens, je présente. Et dans la salle, il y a les stars là, qui sont là. Oui, j'ai fait des soirées avec des footballeurs qui étaient assis là et tout. Je viens, j'ai introduit la soirée, j'ai le programme, je fais, je finis, je conclue, je suis parti. Et les gens font des photos avec moi, on fait des photos avec l'organisateur et tout. Si demain il est impliqué à quelque chose, on ne va pas dire que non, on l'avait avec Carlos Moser, il connaît aussi quelque chose. Non, je suis désolé. Donc pareil pour le présentateur, pareil pour le DJ qui est payé, pareil pour l'influenceuse qui est payée, pareil pour beaucoup de personnes qui interviennent dans la chaîne de l'événement. Ok? Donc voilà ce que je voulais expliquer pour parler du rôle des influenceuses, des influenceurs. C'est pareil pour les influenceurs aussi. Ils sont aussi invités. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de soirées où le compatriote Steve Faye est invité. Il ne parle pas forcément à tout, mais il y a beaucoup où il parle. On ne dit pas forcément la vérité. Ou alors il ne connaît pas tout. Et il n'est pas obligé de tout connaître. Il n'est pas obligé de tout connaître. Ok? Maintenant, ça, c'était le côté où, dans le témoignage où elle a parlé de la soirée. Maintenant, je vous donne aussi, pour l'autre côté, où elle a dit qu'elle est partie à Boya, elle a vu Nathalie quoi et tout. Vous savez, elle a dit qu'elle était jeune. Elle avait ses 17 ans, ses 18 ans, ses 19 ans. En tout cas, elle était mineure même. Vous savez, les soirées pareilles sont des soirées qui ont des lumières dans la salle, sont généralement des lumières tamisées. Parce que là, je parle en tant que professionnel du showbiz. N'est-ce pas? Les lumières sont généralement tamisées. Et dans la salle, tu peux ne pas forcément identifier tout le monde. Et puis ces gens-là, ces filles-là mettent parfois des greffes bizarres.
Tu ne vois pas forcément tout le monde. Et on vient, on te dit que dans la salle, Nathalie Nkwa est là, Clinton J est là. Comme elle a dit, il y avait Clinton J et tout. Donc, on te dit, les gens qui sont là, tu peux forcément ne pas les voir. Parce que les salles, je vous dis, je parle en tant que professionnel, les lumières sont généralement tamisées. OK? Bon. Ce qui se passe donc, c'est que tu peux te retrouver dans une soirée pareille avec des gens qui t'ont fait venir de doigts là et qui te disent que dans cette soirée, Nathalie Nkwa est là. Alors que ce n'est pas elle. Oui. Alors que ce n'est pas elle qui est assise. Bah oui, oui. Alors que ce n'est pas elle. Tu entends parler de Nathalie Nkwa, on te dit que c'est elle qui est là. Tu n'as pas le temps de la regarder dans les yeux dans les yeux, ou bien ce n'est pas elle. On t'a dit, tu as accepté, tu as compris, tu as passé la soirée avec elle, tu as fini, tu es rentré. Tu rentres dire à toutes tes copines, tes parents, tes amis que j'étais à une soirée à Boya avec Nathalie Nkwa. Alors ce n'était pas elle. Oui, ce n'était pas elle. C'est vrai qu'on confisque les téléphones portables et tout, on ne peut pas faire des photos, mais je dis bien que on peut te dire que c'est elle alors que ce n'est pas elle. On peut même mettre sa photo sur le visuel qui annonce un événement et après elle ne vient pas. Et on vient vous dire qu'elle était là. On vient vous dire que vous avez vu la fille qui était assise en jaune à l'angle là. C'était elle alors que ce n'était pas elle. Ce sont des réalités du showbiz. Ok? Maintenant, je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas impliquées ou alors qu'elles sont impliquées. Je n'ai rien dit. Je suis juste en train de vous expliquer le fait que quand vous écoutez quelque chose, ne mettez pas tout votre corps. Pour ne pas dire ne mettez pas les organes. Ne mettez pas tout votre corps. Écoutez avec une oreille. Questionnez, identifiez, réfléchissez. Continuez à réfléchir. Parce que dans le même live, vous voyez ce que ça atteint? Il y a une dame qui a appelé, qui a été, elle était complètement emportée. Elle a dit, elle a insulté Coco Emile, a insulté Nathalie, quoi, insulté les enfants. Vos enfants vont être aussi sodomisés et tout et tout et tout. C'est ça que ça entraîne. C'est ça que ça entraîne. Est-ce que vous vous imaginez un instant que cette fille qui a témoigné, ça pouvait ne pas être Nathalie quoi dans la salle? Vous avez pensé à ça? Et que Nathalie quoi aujourd'hui, elle peut marcher en route là, on l'arrête, on la tape, on la brûle même, justice populaire et tout et tout et tout. Et l'enfant de Touy meurt pour rien. Alors qu'elle n'a jamais été là-bas. Vous avez pensé à ça? Nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est violent. C'est violent. Ok? Voilà. Maintenant, mon témoignage. Ça, j'ai fini avec la partie des influenceurs. Maintenant, mon témoignage. Parce que, je vous rappelle quand même que Ezumento l'a dit, sur petite parenthèse, Ezumento a dit que il y a certaines langues, j'ai aussi lu ça sur Internet, qui disent que c'est une affaire montée. Mais bon, je ne suis plus trop dans cette hypothèse-là parce qu'il y a tellement de témoignages que tu te dis, est-ce que c'est vraiment une affaire montée? Parce qu'on dit que c'est une affaire montée, parce que dans cette famille-là, comme le père est décédé, il y a la richesse et dans la famille est divisée. Et puis, on cherche à savoir, les gens veulent prendre les richesses. Et puis, c'est une partie de la famille qui a livré l'autre frère à la verdicte populaire pour que les biens de la famille soient partagés seulement dans le camp. Donc, la famille est divisée en fait sur les biens de la famille, quoi. Voilà, donc, bon. Même si c'est le cas, peut-être on a dit que, ok, comme la famille est divisée là, l'autre camp a dit que, ok, les choses que tu fais là, on va mettre ça dehors. Histoire bizarre comme ça. Là. Donc, anyway. Donc, j'ai parlé du premier cas, les différents sujets qui mobilisent le maximum de Camerounais. J'ai parlé des trois. Je viens de vous parler du rôle des influenceurs, influenceuses qui peuvent se retrouver dans un engrenage très compliqué. Ok, voilà. Maintenant, j'en viens donc maintenant à mon témoignage. Le dernier sujet pour qu'on se sépare. Alors, le témoignage dont je vais vous parler ici de... Dans mon témoignage, je vais vous parler d'un monsieur, un homme du showbiz. Aujourd'hui, il est décédé, n'est-ce pas? Il a été producteur, manager au Cameroun. Il a produit Lady Pons. Il a produit Grace Deka. Il a produit même les artistes à l'époque, les Sanfan Thomas à l'époque. Il a même produit à l'international. Il a produit Kofi Olomide, il a produit les groupes Extra Musica, les JBM Piana, beaucoup d'artistes. Un très grand producteur qui est décédé aujourd'hui. Son nom, c'est Jean-Pierre Sa.
Alors, Jean-Pierre Sarr était, à un moment donné aussi, avait atteint ce niveau de critique et de témoignage contre lui. Les gens qui l'attaquent, qui donnent aussi des témoignages contre lui. Jean-Pierre Sarr a fait ça, il a fait ça. Il faisait même dans... il était Féman aussi. C'est dans les affaires aussi, après il était Féman. Je rappelle que Féman ici, ça veut dire... Féman ne veut rien dire d'autre que banditisme. Féman, ça veut dire le banditisme, c'est tout. Ce n'est pas un mot qu'il faut chercher à compliquer l'explication. Féman, ça veut dire que c'est seulement que c'est le haut niveau du banditisme. Voilà. Donc il était Féman, il était plus producteur. On l'a connu comme... Vous avez les établissements JP Sarr, Jean-Pierre Sarr. Beaucoup d'artistes chantent d'ailleurs son nom, Jean-Pierre Sarr et tout. Il est décédé déjà. C'est de son décès que je vais vous parler. Alors Jean-Pierre Sarr a été donc accusé plusieurs fois. Parfois on entendait les témoignages du genre, oh, il a été arrêté au Vietnam, on a coupé ses mains. Après un jour tu le vois, avec ses deux mains, on n'a rien coupé. Un jour même, je me rappelle, à un moment donné, ça avait beaucoup chauffé aussi sur les médias. On avait dit qu'on l'a arrêté au Yémen. On a percé ses deux yeux. Oui, Jean-Pierre Sarr avait dit ça. On a percé ses deux yeux au Yémen. On l'a arrêté au Yémen, on a percé ses deux yeux. Parfois, on disait, on l'a arrêté dans un pays, au Qatar. Il est en prison au Qatar. Il y a eu beaucoup de choses comme ça là. Mais ce qui est sûr, il a fait la prison quelque part dans le monde. À cause des affaires, voilà, compliquées. Donc, je me rappelle de cette affaire où on parlait de... Qu'on l'a arrêté au Yémen, on a percé ses deux yeux et tout et tout. Et la même semaine où cette actualité chauffait, il y avait l'inauguration de Fomaric, la foire Fomaric, à Douala. La grande foire de paix à son âme, Coty François, paix à son âme. C'est lui qui était le propriétaire, il organise ça. Ça se passe toujours à Douala. C'est quoi? C'est en décembre. Oui, décembre, pendant les fêtes de fin d'année. C'est en décembre ou bien c'est en février? Non, je crois que c'est en Fomaric. Fomaric, c'est de février à mars, je crois. Anyway, ça se passe au Club Campbell à Douala. Donc, la semaine où on disait qu'on a arrêté Jean-Pierre Sarr au Yémen, on a percé ses deux yeux, il y avait l'inauguration de Fomaric, l'ouverture officielle. Il y avait même le ministre de la Culture qui était là. Le ministre Mouele Kombi. C'était lui qui était ministre de la Culture. Aujourd'hui, il est ministre des Sports. Il était ministre de la Culture d'abord. Et c'est le ministre Bidonpat qui était au sport. Donc, ils ont switché quoi. Le chef de l'État les a switchés. Donc, on a donc les journalistes qui sont allés donc à l'ouverture. J'étais parlé. Les journalistes sont allés à l'ouverture de Fomaric. Et Jean-Pierre Sarr était là-bas. Avec ses deux yeux. Les journalistes ont même fait des photos. Ils ont publié dans le forum WhatsApp des journalistes. L'un des forums WhatsApp des journalistes, ils ont posté pour dire, voilà Jean-Pierre Sarr qu'on dit partout que et tout. Mais le dit ne le dédouanait pas. Parce qu'il faut savoir que les Bobda, au pluriel, c'est-à-dire que les problèmes de ce genre-là, les Bobda font beaucoup de mal aux gens. Ils torturent les filles, ils urinent sur les filles, comme on a suivi ailleurs, ils défèquent sur les filles, alors que la femme est faite pour être aimée, cajolée, voilà, fait d'amour dans des conditions normales et tout. Mais les gars, parfois ils ont des fantasmes bizarres et tout. Vous savez, les Bobda, comme j'ai dit, et je ne sais pas du cas de Jean-Pierre Sarr, hein, ils font des pratiques sur des gens, sur des filles, jusqu'à ce qu'un jour, tu tombes sur une mauvaise fille. Mauvaise fille ici, c'est dans le sens propre que dans le sens figuré. Tu tombes sur une mauvaise fille et c'est la dernière. C'est là où ta carrière s'arrête. Vous voyez? Donc tu fais. Comme Bobda a fait, il a fait là. Vous voyez? Il a fait ce qu'il est tombé sur une mauvaise. Et voilà ce qui est sorti sur lui aujourd'hui. Même s'il ne sera pas interpellé, il va baisser un peu la grenadine. C'est la grenadine, il va baisser. Il va baisser un peu la grenadine, il va baisser. Ou alors il va arrêter même complètement. Il va même quitter le pays. C'est-à-dire que même si la justice ne se saisit pas, quelque chose est quand même déjà fait, n'est-ce pas?
Donc, ce type de personnes, donc, quand ils font, jusqu'à un jour, donc, ils font à la mauvaise personne. Et ça s'arrête leur carrière. Donc, aujourd'hui, donc, Bob Daha a donc fait ce qu'il a fait chez la fille qu'il ne fallait pas faire. Et ça a cuit sur lui, n'est-ce pas? Donc, Jean-Pierre Sardon était donc accusé donc de pas mal de choses. Les gens même qui l'accusaient de les avoir frappé de l'argent. Les artistes qui l'accusaient, il a pris leur argent, il n'a pas produit. D'autres disent qu'il a produit le pourcentage selon le contrat, il n'a pas respecté, il a bouffé l'argent. Il y a des plaintes partout. Il y a même eu des plaintes même sur les assassinats. Oui, ça existait, beaucoup se sont plaints. Alors, vous savez comment il est mort? Je vous explique comment il est mort. Dans l'une de ses résidences à Douala, à Bonabéry, il habitait à Bonabéry, l'une de ses résidences, un soir, 20h, 21h, 22h par là, il rentre chez lui, il arrive devant son portail, il ouvre le portail, il entre avec sa voiture. Les gars l'attendaient déjà. Pardon. Quand il entre avec sa voiture, les gars qui l'attendaient entrent aussi ils entrent aussi. Ils étaient armés. Ils avaient les armes à feu. Quand il sort de sa voiture, les gars l'arrêtent. On tire sur lui. 3 balles à la tête. Il tombe. Il meurt. N'est-ce pas? Dans la maison, au salon, il y avait sa femme et les enfants. Ils sont sortis. Ils ont vu comment papa est couché, le sang coule. Le sang est en train de couler, il est mort. Ils ont appelé, crié, tout. Les gars sont partis. Les gars qui ont tué, ils sont partis en courant. Ils sont partis. Par exemple, ils ont pris les motos. Ça doit laver les motos et tout. Ils sont partis. Le gars, il est tombé. Les voisins sont sortis, la population est venue. Oh, Jean-Pierre, on a commencé à filmer. On a commencé à envoyer dans les forums WhatsApp. Nous, on a commencé à recevoir dans nos forums des journalistes. Jean-Pierre, ça a été atteint par balle. Il a été agressé violemment. Il est mort et tout. On a les photos qui circulent dans nos groupes. Et c'est à ce moment-là que dans les groupes, dans les plateformes, tu commences à avoir des réactions. Des gens commencent, les langues commencent à se délier. Les gens commencent à faire des témoignages. Ok? Les gens commencent à faire des témoignages. Après la mort, les gens commencent à dire les vérités. Tout le monde commence à parler. Oh, vraiment, il avait fait ci. Il avait fait ça. Il m'avait fait ci. Il avait fait ça, ça. J'étais manager d'un artiste. Il était le producteur. Il nous a tout bouffé. Oh, les témoignages partout. Vous savez qui a pris l'enquête de ça? La brigade de recherche de Bonabéry. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais le résultat de l'enquête. On ne l'aura pas. On ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir. Les gens doivent avoir des vies rangées. Vous faites du mal aux gens. Pourquoi? On est dans une vie où on est, on vit et on meurt. La seule, c'est-à-dire qu'on est, n'est-ce pas? Mais la seule certitude, c'est-à-dire que dans la vie, on est sûr de rien, rien du tout. Je ne sais même pas si je vais finir cette vidéo, il va la poster. Je suis sûr de rien. Sûr de rien. Personne n'est sûr de rien. Mais les gens se permettent quand même de ôter la vie à d'autres personnes. Why? Pourquoi? C'est vous qui agressez les gens, c'est vous qui tuez les gens, c'est vous qui menacez les gens, vous savez qui je suis, oh je vais te faire ça, oh j'ai l'arme, oh je suis monté, oh je suis descendu. Les gens, je ne sais pas. Et après vous voyez des gens meurent dans des conditions bizarres. Vous vous réveillez un matin, vous voyez, on dit qu'il y a un corps qui est couché au sol, on a trouvé un corps Carrefour, les gens meurent. C'est pour ça que je m'indigne difficilement, hein. Je m'indigne difficilement. J'ai atteint un niveau où, pour m'indigner, il faut que j'ai un certain nombre d'éléments. Parce que les gens font trop de mal aux gens.
Et pourquoi? On est tous sûrs d'une chose, la seule chose dans la vie à laquelle on est sûr, qu'on va mourir. C'est la seule chose dans laquelle on est sûr et certain. En dehors de ça, on est sûr de rien. Toi qui me regardes là, tu es sûr que tu vas atteindre demain. Tu n'es sûr de rien du tout. Rien. Absolument rien. Tu savais que 2024 va te trouver? Non, tu ne savais pas. Il y en a qui sont morts le 31 décembre à 23h55. Ils ne s'y attendaient pas. La dignité humaine. Les gens doivent savoir que chaque fois que vous vous attaquez à un être humain, jusqu'à son sang coule, vous portez quelque chose de grave. Croyez, ne croyez pas, c'est votre problème. Ok? Alors, je viens donc sur Jean-Pierre Sarr. Jean-Pierre Sarr est donc mort. Il dit donc que la brigade qui prend l'enquête, c'est la brigade de recherche de Bonabéry. On n'a jamais eu le résultat de l'enquête. On ne l'aura jamais. C'est bon. On est parti l'enterrer. Ça fait peut-être plus de 5 ans, hein, peut-être plus de 6 ans même. Je ne connais plus l'année, mais c'est depuis. Alors, quand Jean-Pierre Sarr décède, il faut donc la partie la plus intéressante. Quand il décède, vous savez, il était un très grand homme du showbiz. Les gens font des témoignages, comme j'ai dit là, vraiment, il a frappé, il a volé, il a. Comme tout homme du showbiz, les artistes et tout au Cameroun, quand ils décèdent, les hommes du showbiz se mobilisent, n'est-ce pas? Il y a donc une mobilisation, il y a eu un comité d'organisation de ces obsèques qui s'est donc organisé, il devait avoir une soirée artistique à Douala, un concert et tout. Comment on fait avec tous les grands hommes qui décèdent, les hommes du showbiz? Alors, quand il y a donc eu cette mobilisation, il y a donc eu un comité d'organisation qui a été mis sur pied. Le président du comité d'organisation, c'est qui? C'était le président Chop Chop. Il y avait tout un bureau, les membres et tout. Alors, il y avait un trésorier, et c'est lui qui va nous intéresser. Le trésorier était un gars anglophone, un gars du nord-ouest au sud-ouest, un anglophone en tout cas. Dans le showbiz aussi, connu dans le showbiz. Alors, c'est chez le trésorier qu'on envoyait toutes les contributions. Et je vous rappelle qu'il y en a eu, hein. Les artistes contribuaient, les hommes du showbiz contribuaient, les artistes même à l'international contribuaient, parce qu'il y a une comité d'organisation qui a fait une conférence de presse qui a expliqué comment ça va se passer, les modules, comment on va gérer, comment. Et on a donc donné le numéro et le compte bancaire du trésorier. C'est lui qui prenait tout l'argent. Il a pris beaucoup d'argent. Pas de plus de 20 millions. Plus de 30 millions même. Alors quand il a donc pris tout cet argent, à un moment donné, on a dit, bon, maintenant, le comité va donc dire, bon, on se retrouve tel jour, on met tout l'argent sur pied et on passe à l'organisation pour commencer à voir, il faut louer un podium, il faut mettre l'éclairage, il faut louer, il faut payer les hôtesses, il faut payer à manger, il faut payer à boire, il faut. On dit, bon, monsieur le trésorier, mettez leur l'argent ici, là, on va... Le trésorier a disparu avec tout l'argent. On croit que c'est la blague. On essaie de dire que, mais il est où? C'est une blague ou bien... Il a disparu. On ne le voit pas. Un jour passe, on ne le voit pas. 2 jours passent, on ne le voit pas. Alors, le 3e jour, vous savez, j'ai dit comité d'organisation. J'ai seulement cité le président, mais il y avait beaucoup de grands dans le comité, vraiment. Alors, les gars, ils disent, bon, comme ils sont les grands dans le comité d'organisation, ils disent, ça c'est un petit problème. On va le prendre. Nous, on est les grands. On a les numéros des gouverneurs, des colonels, des généraux, des ministres, c'est rien. On va le prendre. Les gars font donc une sortie, le comité d'organisation fait une sortie pour dire, ils parlent donc, ils disent que, non, vraiment, si les sages qui reviennent avec, parce que les gars, ils savent qu'ils sont puissants. Ils disent le comité d'organisation, c'est les grands. Ils savent qu'ils peuvent passer des coups de fil. On ferme toutes les frontières du Cameroun.
Quand ils ont fini de faire, donc, de dire tout ça là, de menacer le trésorier, c'est ce que le trésorier a fait. Le trésorier a fait un voice sur WhatsApp de 3 minutes, pas plus. Il a fait un voice. Dans le voice, qu'est-ce qu'il a dit? Le voice a circulé. Hein? Le voice peut être retrouvé encore jusqu'à aujourd'hui. Il était un anglophone, avec son mauvais français, il a fait le voice en français. Il a dit, les gens qui disent que j'ai pris l'argent et je suis parti avec là. Oui, j'ai pris l'argent et je suis parti avec, je ne viens plus avec. J'ai pris tout l'argent et je suis parti avec. Mais j'ai pris tout cet argent parce que Jean-Pierre Sarr de son vivant, il a fait trop de mal. Le gars a commencé à dire que Jean-Pierre Sarr, il a participé aux assassinats des gens. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Oh, il a frappé les gens. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Le gars a commencé à étaler, dit que c'est pour ça. Même l'argent que j'ai pris là, c'est petit. Je devais même prendre plus. Ce que je fais là, ça ne vaut même pas la vie de quelqu'un. Les vies qu'il a détruites. Vraiment, et en plus même, les gens qui disent qu'ils vont me chercher là, si vous tentez de me chercher, je vais même alors donner même le rôle de chacun. Parce qu'il n'a cité aucun, il n'a cité personne. Je veux même citer même ceux qui sont même, je veux même vous citer les choses que vous avez fait. Je vais publier des photos, des vidéos, des audios. Il a fait des déclarations fortes. Il a publié son voice. Le voice est sorti, tout le monde a pris le voice était dehors partout. C'est ce qui s'est passé? Le comité est resté tranquille. Ils ont arrêté toutes les procédures de recherche. On a abandonné le gars. Ni vu ni connu. Ils se sont débrouillés à prendre encore l'argent ailleurs, à organiser les obsèques, qui se sont encore très bien passés. Très bien. Il n'y a pas de problème d'argent en tout cas. Le gars, c'était un gars baganté, non? Il a été enterré dans son village, à Baganté. Ils ont déplacé, c'était à Baganté, dans l'Ondé, mais ils ont déplacé l'évêque de Bafoussam, qui est venu faire la messe de l'enterrement à Baganté. L'évêque de l'époque, c'était Monseigneur Watiou. Aujourd'hui, à Bafoussam, c'est quoi? C'est un nouvel évêque qui est là. Mais à l'époque, c'était Monseigneur Dieudonné Watiou, qui était membre même du Conseil national de la communication, un peu comme ça. Il avait aussi démissionné de ce conseil-là. Je parle de l'évêque. Ce n'est plus lui qui est évêque. Quand il est retraité, quand il a pris sa retraite, un truc comme ça. Le deuil s'est bien passé. Il y a eu l'argent pour faire le deuil. Mais le gars, le trésorier là, ni vu ni connu. Il n'a plus rien fait. Parce qu'il a dit que si vous me cherchez encore, je gâte tout. Je mets tout dehors. Vous voyez? C'est le témoignage qu'il voulait faire. Pour dire aux gens que quand vous faites des choses dehors, tuez-moi, tuez les gens, tuez les X, les Y. Vous finissez de tuer les gens. Vous allez vivre. Vous allez vivre éternellement. Hein? Il y a des gens que quand vous les tuez, c'est le dernier mort. Vous avez tué tellement de gens. Vous tuez, c'est le dernier mort. Et je ne comprends pas comment les gens, c'est-à-dire que, en tout cas, toutes ces personnes qui tuent là, vous ne savez pas comment ils vivent chez eux. Hein. Ça devient l'enfer. Ça devient l'enfer. Vous ne savez pas comment les esprits sont dans les maisons des gens. Il y a des gens qui sont chez eux, ils vous disent qu'ils sont chez eux au salon. Les gens parlent dans la chambre. Ils sont dans la chambre, les gens parlent au salon, alors qu'ils sont seuls à la maison. J'attends les voix. Oui. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais donc dire par rapport à ceci. Mais je dis, la justice divine existe. Il y a au moins 3 justices. Il y a la justice divine. Il y a la justice des hommes, tribunal et tout ce que vous voulez. Et il y a la justice naturelle, c'est-à-dire que le temps. On dit que le temps est le seul maître de l'histoire. Il y a le temps. C'est-à-dire que, in fine, le temps finit par mettre tout le monde au pas, tout le monde d'accord. Parce qu'il y a des gens, dès que tu parles, oh, on va te tuer.
Oh, et tu vas rester vivre éternellement. T'es fini de tuer là, toi tu ne meurs pas. Vous voyez donc comment Jean-Pierre Sarr est mort. Je viens vous expliquer son histoire. Voilà mes mains. Donc, voilà. Pour l'affaire Bobda, je ne sais pas, je n'en sais rien. Que ceux qui savent fassent quelque chose. Lui, il a porté plainte déjà au procureur. Que le procureur ouvre une enquête et que le procureur donne les conclusions. S'ils ne font rien, ils ne sont pas la seule justice. Ça, c'est la justice des hommes. Il y a d'autres justices qui vont résoudre le problème. Il y a beaucoup de justice. Il y a même la justice populaire. Bon, qui n'est pas encouragée. Il est encourageable. OK? Voilà. Donc, allez, merci. Merci à toutes et à tous. C'était mon avis. Je voulais faire partager ceci avec vous. Et voilà. Je vous demande de continuer de respecter la dignité humaine, respecter les êtres humains, respecter les femmes, respecter les hommes. Vous n'avez créé personne pour venir tuer les gens. Vous n'avez créé aucun être humain pour venir le tuer. Vivez votre vie. Et c'est quand ça entre, ça sort, oui, faites, continuez, vous maîtrisez. Ok? Voilà. Je vous souhaite une très belle santé, les amis. Et à très bientôt. Au revoir.